Et si je vous disais que la bataille cruciale pour les récoltes de l'année prochaine ne se joue pas au printemps, mais dès maintenant, sous ce ciel d'automne gris? Beaucoup pensent qu'une fois la dernière pomme cueillie, la saison est terminée. Pourtant, ce sont précisément les erreurs commises durant ces dernières 10 semaines plus douces qui peuvent vous coûter la moitié de vos futurs pommes, fleurs et légumes. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous une liste de contrôle complète. Les 12 travaux essentiels à réaliser au jardin avant les premières neiges. Nous allons détailler chaque étape et je vous promets que vous découvrirez au moins un secret qui sauvera vos plantes ou votre portefeuille. Beaucoup voient le travail d'automne au jardin comme un simple nettoyage après une fête. Mais en réalité, c'est davantage la préparation de la scène pour la grande première de l'année prochaine. Chaque action que vous entreprenez aujourd'hui est la pose des fondations pour la santé, la beauté et l'abondance de votre futur jardin. C'est un dialogue silencieux, mais incroyablement important avec la nature, où vous l'aidez à se préparer pour son sommeil hivernal, afin qu'au printemps elle se réveille pleine de vitalité. Alors, par où commencer nos grandes préparatifs d'automne? Bien sûr, par le plus agréable, la récolte des derniers trésors de la saison qui s'achève. Ne vous précipitez pas pour ranger paniers et seaux. Votre potager recèle encore bien des surprises. C'est une sorte de quête finale où les récompenses les plus précieuses sont souvent les mieux dissimulées. Parcourez votre parcelle d'un œil attentif. Peut-être qu'une courgette tardive s'est levée sous une large feuille. Ou bien, tout en haut du pommier, la pomme, la plus rouge et la plus parfaite, vous attend. Vérifiez impérativement vos légumes racines. Carottes, betteraves, panais. C'est à l'automne qu'ils concentrent le maximum de sucre et deviennent les plus savoureux. Les choux tardifs, les citrouilles qui ont mûri au soleil, tout doit être récolté avant les premières gelées sérieuses. Même les herbes aromatiques, comme le persil ou le romarin, peuvent encore vous ravir de leur parfum frais. Ne laissez absolument rien dans les plates-bandes. Chaque fruit ou légume oublié est un festin potentiel pour les nuisibles et un foyer de maladie pour l'année prochaine. Ainsi, notre première tâche ne se limite pas à la simple récolte. C'est un acte de soin pour l'avenir du jardin. Nous récupérons tout ce qui est précieux pour nous et ne laissons aucune chance aux indésirables. Inspectez chaque arbuste, chaque petite branche. Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez encore dénicher. Ce bouquet final ne fera pas que remplir vos réserves. Il constituera également le premier pas essentiel vers un jardin sain la saison prochaine. Vous avez rentré vos paniers débordants à la maison. Le travail est terminé, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. C'est maintenant qu'arrive l'étape la plus cruciale, celle qui déterminera la durée de vie de toutes vos provisions, le tri impitoyable. Et croyez-moi, c'est une étape encore plus importante que la récolte elle-même. Imaginez une seule pomme de terre atteinte du mildiou, oubliée dans un sac rempli de tubercules sains et soigneusement sélectionnés. En quelques mois, elle contaminera toutes ses voisines, et vous risquez de tout perdre. C'est pourquoi, avant de stocker quoi que ce soit, faites passer un véritable casting à chaque fruit, légume et tubercule. Recherchez la moindre tache suspecte, la plus petite meurtrissure, coupure ou trace d'activité de nuisible. Tout ce qui présente le moindre défaut doit impérativement être mis de côté. Ces fruits et légumes imparfaits peuvent et doivent être transformés sans attendre. Faites-en du jus, de la purée, une base pour vos soupes ou consommez-les simplement pour le dîner. En revanche, pour le stockage à long terme, ne gardez que les candidats absolument sains, fermes et intacts. Cette simple procédure est la meilleure assurance pour la longévité de vos provisions hivernales. Maintenant que nos réserves sont pleines et nos récoltes triées, il est temps de jeter un œil à notre jardin. Il a l'air un peu fatigué et en pagaille après cet été mouvementé, n'est-ce pas? C'est là que beaucoup de jardiniers font une erreur capitale en se disant « Oh, je m'en occuperai au printemps ». Mais ce n'est absolument pas la bonne approche. Nous abordons maintenant l'une des étapes les plus cruciales, le grand nettoyage d'automne. Et comprenez bien, il ne s'agit pas uniquement de faire du rangement pour l'esthétique. C'est une véritable opération sanitaire. Considérez votre jardin comme un organisme vivant qu'il faut préparer pour son long sommeil hivernal. Chaque feuille malade tombée, chaque baie pourrie oubliée sous un arbuste, ce n'est pas de simples déchets.
C'est l'hôtel d'hiver idéal pour les spores de champignons et les larves de nuisibles. Ils s'y installeront confortablement, prêts à attaquer vos jeunes pousses avec une vigueur renouvelée dès le printemps. Alors, armons-nous de râteaux et passons en revue l'intégralité du jardin. Nous ramassons les fruits tombés sous les arbres, ratissons les feuilles, surtout celles qui portent des traces de maladie comme la tavelure ou l'oïdium. Et surtout, un dernier désherbage. C'est maintenant, en automne, que les racines des mauvaises herbes vivaces sont affaiblies et qu'il est bien plus facile de les éradiquer définitivement. Ce nettoyage n'est pas une simple corvée, mais votre coup stratégique pour prévenir de futurs problèmes. Et nous arrivons maintenant au point crucial de notre grand nettoyage, à ce que beaucoup se contentent de couper et de laisser traîner sur les planches de culture. Je parle des résidus végétaux. Le feuillage desséché des tomates et des pommes de terre, les lianes de concombres et de courgettes, les tiges jaunies des fleurs annuelles. Pour vous, ce ne sont que de simples déchets. Mais pour le mildiou, l'oïdium, la cladosporiose et des dizaines de parasites, c'est un hôtel 5 étoiles avec pension complète pour tout l'hiver. En les laissant sur vos parcelles, vous installez en fait une véritable bombe à retardement. Dès les premières chaleurs printanières, toute cette armée de maladies et de nuisibles se réveillera et se jettera avec appétit sur vos jeunes plantations, encore fragiles. Voilà pourquoi il ne faut pas céder à la paresse. Sans la moindre pitié, arrachez, coupez et débarrassez vos planches de culture de tout ce qui a fructifié cette saison. La moindre tige laissée représente un risque. Et lorsque devant nous s'amoncelle une véritable montagne de ces résidus, une question logique se pose. Que faire de tout cela ? Au compost, sans doute, pour ne pas gâcher ? Eh bien, c'est là que nous attend une sacrée surprise. Tout ce qui est nettoyé ou ramassé au jardin directement au compost, détrompez-vous. C'est l'un des mythes les plus tenaces et les plus dangereux du jardinage. La règle d'or de l'automne est claire. Seuls les résidus végétaux parfaitement sains peuvent rejoindre votre tas de compost. Les fans de tomates ou de pommes de terre atteintes du mildiou, les feuilles de concombre couvertes d'oïdium, ou encore les branches de pommier touchées par la tavelure, tout cela ne doit absolument pas être composté. La raison est simple. Dans un tas de compost de jardin ordinaire, la température dépasse rarement les 60 à 70 degrés, un seuil pourtant essentiel pour détruire les spores de champignons et les agents pathogènes. En fin de compte, au lieu d'obtenir un engrais nutritif, vous créez de vos propres mains une véritable bombe bactériologique. Au printemps, en épandant un tel compost sur vos plates-bandes, vous contaminez vous-même tout votre potager. Alors, que faire de ces plantes malades ? Deux options fiables s'offrent à vous. La première, et la plus efficace, est de les brûler. Le feu garantit l'élimination de tous les agents pathogènes. Si les feux de jardin sont interdits sur votre terrain, la deuxième option consiste à emballer les résidus malades dans des sacs hermétiques et à les évacuer comme des déchets ménagers. En revanche, les fans de carottes saines, les tiges de tournesol ou l'herbe tondue, envoyez-les sans crainte au compost. C'est là que réside le véritable or noir pour vos futures plantations. Maintenant que le potager est en ordre, portons notre attention sur les véritables stars de nos jardins qui restent avec nous durant le long hiver, les plantes vivaces. Ce sont les vaillants soldats de notre espace vert, mais même eux ont besoin de notre aide pour braver les rigueurs du froid et accueillir le printemps dans toute leur splendeur. Fleurs, graminées ornementales, arbustes, chacun d'entre eux exige une approche particulière, un soin personnalisé. Imaginez que vous les préparez pour un long et grand voyage. Il faut bien faire leur bagage et s'assurer qu'elles ont toutes les forces nécessaires pour la route. L'entretien automnal des vivaces, c'est précisément cette préparation minutieuse. En la négligeant, nous risquons de ne découvrir au printemps que des vestiges desséchés là où devraient s'épanouir de magnifiques buissons. Alors, en quoi consiste cette préparation ? En premier lieu, une taille appropriée est essentielle. Ensuite, pour les plus frileuses, la mise en place d'un abri hivernal fiable. Et bien sûr, un apport d'engrais d'automne spécifique
qui fortifieront le système racinaire sans provoquer de pousses inutiles juste avant les gelées. Chaque espèce de plante a ses préférences, et notre mission est de toutes les prendre en considération. Commençons sans plus attendre par la première étape, et non la moindre, la taille. Commençons par la taille. C'est sans doute le geste le plus important de l'automne pour la plupart de vos fleurs vivaces. Pourquoi est-ce si crucial ? Tout simplement parce que la partie aérienne de la plante, celle qui a fleuri et nous a ravis tout l'été, a accompli sa mission. Elle commence à dépérir et devient une proie facile pour les maladies et la pourriture, surtout une fois recouverte de neige. En la coupant, non seulement nous remettons de l'ordre dans le jardin, mais nous permettons surtout à la plante de concentrer toutes ses forces vives là où elles sont le plus nécessaires en hiver, dans ses racines. Munissez-vous d'un sécateur bien aiguisé et mettez-vous au travail. Pivoine, phlox, iris, hosta, astilbe, hémérocale, toutes ces vivaces très appréciées demandent une taille sévère. Coupez les tiges presque au ras du sol en ne laissant que de petits moignons de 5 à 10 cm de hauteur. Cela vous permettra au printemps de ne pas perdre de vue l'emplacement de la plante et d'éviter d'endommager les jeunes pousses. Cette coupe radicale, loin d'être un acte de cruauté, est une preuve de bienveillance. Elle aide la plante à économiser son énergie, améliore la circulation de l'air au niveau du collet et réduit considérablement le risque de maladies fongiques. Mais qu'en est-il de nos délicates protégées du jardin, de celles qui redoutent le gel rigoureux? Nous parlons bien sûr des roses, des hortensias à grandes feuilles, des clématites et autres plantes frileuses. Pour elles, une simple taille ne suffit pas, il faut les protéger correctement. Et c'est là que la précipitation devient notre pire ennemi. L'erreur la plus courante est de les couvrir trop tôt, alors que le temps est encore doux et humide. Imaginez que vous enfiliez un manteau d'hiver en plein mois d'octobre. Vous auriez trop chaud, transpireriez et risqueriez d'attraper froid. Il en va de même pour vos plantes. Sous une protection prématurée, elles s'étiolent, leur écorce se détériore et des maladies fongiques peuvent apparaître. Une telle plante risquerait alors de périr non pas du gel, mais de la pourriture et de l'étouffement. Retenez donc cette règle d'or. Nous protégeons les plantes non pas du froid, mais des fortes gelées. Attendez l'arrivée de petites gelées stables quand les températures nocturnes descendent autour de 5 à 7 degrés Celsius. Cette légère acclimatation au froid ne fera que du bien à vos plantes. C'est seulement après cela que vous pourrez commencer à créer leur cocon hivernal, avec du branchage de conifères, du voile d'hivernage ou d'autres matériaux de protection adaptés. La patience, voilà la clé d'un hivernage réussi pour vos chers protégés. Maintenant, levons les yeux plus haut, vers l'ossature de notre jardin, ce qui lui confère sa structure et son volume tout au long de l'année. Je parle bien sûr des arbres et des arbustes. L'automne est le moment idéal pour leur accorder toute notre attention. Cet été, sous leur feuillage luxuriant, de nombreux problèmes restaient en cachés. Mais maintenant que les feuilles sont tombées, tous les défauts sont mis à nu. C'est notre chance de procéder à un diagnostic complet et de les préparer aux rigueurs de l'hiver. L'hiver n'est pas une période facile pour les arbres et les arbustes. Les vents violents, la neige lourde et humide, le verglas, tout cela exerce une pression énorme sur leurs branches. Et si un arbre présente des branches faibles, malades ou endommagées, elles risquent de céder et de se briser, causant de graves blessures au tronc. C'est pourquoi l'entretien automnal des arbres n'est pas un caprice, mais une nécessité. Il comprend plusieurs étapes importantes, la taille sanitaire, le nettoyage des troncs et bien sûr le fameux chaulage. Chacune de ces actions vise à aider nos précieux végétaux à traverser l'hiver en pleine santé et robustesse, et à accueillir le printemps prêt pour une nouvelle croissance et une fructification abondante. Découvrons chaque étape en détail. Commençons par la taille d'entretien. Imaginez ça comme un rendez-vous chez le dentiste pour vos arbres. On retire tout ce qui est malade pour préserver les parties saines. Muni d'une scie bien affûtée et d'un sécateur, inspectez minutieusement chaque arbre et chaque arbuste. Notre objectif est d'éliminer tout ce qui ne survivra pas à l'hiver ou ce qui représente une menace pour la santé générale de la plante. Qu'est-ce que nous cherchons précisément? Tout d'abord, les branches mortes ou cassées.
Ces branches sont non seulement inutiles, mais elles risquent de se rompre sous le poids de la neige, endommageant ainsi l'écorce saine des branches voisines. Ensuite, repérez les branches présentant des signes évidents de maladie, des excroissances, des taches suspectes ou des boursouflures. Elles sont de véritables foyers d'infection. Enfin, supprimez les branches qui poussent vers l'intérieur de la couronne, l'épaississent excessivement et frottent les unes contre les autres. Ces conflits peuvent créer des plaies sur l'écorce, offrant ainsi une porte d'entrée idéale à toutes sortes de maladies ou de parasites. Taillez ces branches sur collier, c'est-à-dire au ras de leur base, sans laisser de chicot. Toutes les coupes importantes, celles dont le diamètre dépasse 2 cm, devront impérativement être enduites de mastic cicatrisant ou d'une peinture spécialement conçue à cet effet. Cela protégera la plaie de l'humidité et des agents pathogènes. Ce nettoyage automnal ne se contente pas d'assainir vos végétaux. Il améliore aussi leur luminosité et leurs aérations, offrant ainsi une excellente prévention contre les maladies pour la saison à venir. Voici un autre point important que beaucoup considèrent comme purement décoratif, le chaulage des troncs d'arbres. Vous avez sûrement déjà remarqué ces arbres, joliment blanchis le long des routes ou dans les parcs urbains, pensant que c'était juste pour l'esthétique, pour faire propre. Mais en réalité, le chaulage a 2 fonctions protectrices essentielles, surtout pour les jeunes arbres dont l'écorce est fragile. La première et principale fonction est la protection contre les coups de soleil et les gélivures. À la fin de l'hiver et au début du printemps, quand la neige est encore présente mais que le soleil commence déjà à chauffer intensément, un phénomène dangereux se produit. Pendant la journée, l'écorce sombre de l'arbre absorbe intensément la chaleur du soleil, tandis que la nuit, elle se refroidit brutalement. Ces brusques variations de température entraînent la formation de profondes fissures dans l'écorce que l'on appelle gélivures. Or, la couleur blanche, comme nous le savons en physique, réfléchit excellemment les rayons solaires. Un tronc chaulé ne surchauffe donc pas, et le risque de dommage est ainsi réduit au minimum. La seconde fonction est la protection contre les parasites. Une bonne composition de chaulage contient souvent des fongicides et des insecticides qui éliminent les larves et les spores hivernant dans les moindres fissures de l'écorce. Ainsi, le chaulage n'est pas un simple maquillage pour l'arbre, mais plutôt sa crème solaire et son gilet pare-balles, tout en un. N'oublions pas non plus ce tapis de verdure sous nos pieds, la pelouse. Comme toutes les autres plantes du jardin, elle se prépare elle aussi activement à l'hiver et a besoin de notre aide. Beaucoup pensent qu'en automne, on peut simplement laisser la pelouse tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Un bon entretien automnal est la clé d'une pelouse vert émeraude au printemps, et non de zones dégarnies ou d'herbes jaunies. Alors, que faire concrètement? Tout d'abord, la dernière tonte. Il faut la réaliser environ 2 à 3 semaines avant les premières gelées, pour que l'herbe ait le temps de repousser un peu et de se fortifier. Il est très important de choisir la bonne hauteur de coupe. Ne coupez pas trop court. La hauteur optimale pour cette dernière tonte est d'environ 5 à 7 cm. Une herbe trop courte s'affaiblirait et risquerait de geler, tandis qu'une herbe trop longue s'aplatirait sous la neige et deviendrait un foyer idéal pour les maladies fongiques, comme la pourriture des neiges. Enfin, après la tonte, il est essentiel de bien ratisser la pelouse pour éliminer toute l'herbe coupée et le feutre accumulé. Cela améliorera l'accès de l'air et de la lumière aux racines, un point crucial pour une bonne et saine hivernation. Une fois votre pelouse impeccablement tondue et scarifiée, le moment est venu de s'attaquer à une opération très bénéfique, mais trop souvent négligée. Il s'agit de l'aération. Ce terme peut paraître technique, mais la procédure est en réalité d'une simplicité enfantine. Munissez-vous d'une simple fourche à bêcher. Il vous suffira de parcourir toute la surface de votre pelouse en réalisant des perforations dans la terre, sur une profondeur de 10 à 15 cm environ. Mais à quoi bon, me direz-vous? Au fil de l'été, le sol de votre pelouse se compacte inévitablement sous l'effet des passages répétés des pluies et des arrosages. Les racines de l'herbe peinent alors à respirer, et l'eau comme les nutriments ont des difficultés à s'infiltrer en profondeur. L'aération
vient justement résoudre cette problématique. Les perforations créent des micro-canaux dans le sol permettant à l'air, à l'humidité et aux engrais d'automne d'atteindre plus facilement les racines. C'est un véritable bol d'air frais pour votre pelouse avant l'arrivée du long hiver. Cette opération améliore considérablement le drainage, prévient la stagnation de l'eau et la formation d'une croûte de glace, et surtout, elle fortifie en profondeur le système racinaire. Au printemps, une pelouse qui aura ainsi pu respirer se réveillera bien plus rapidement, sera plus dense et bien plus résistante aux maladies. Une action simple, mais qui apportera d'énormes bénéfices à votre tapis de verdure. Maintenant que nous avons mis de l'ordre en surface, il est temps de nous attaquer à l'essentiel, la terre. Le sol n'est pas qu'un simple support inerte, c'est un organisme vivant. De sa santé et de sa fertilité dépendent 90% de votre futur succès. Et l'automne est la période idéale pour jeter les bases de cette richesse. Durant l'été, les plantes ont activement puisé les nutriments du sol, le laissant épuisé à l'approche de l'automne. Notre mission est de lui rendre son dû. Pourquoi précisément à l'automne? Premièrement, nos parcelles sont libérées après la récolte. Deuxièmement, les amendements organiques que nous apportons maintenant auront tout l'hiver pour se décomposer lentement et se transformer en forme facilement assimilable par les plantes. Au printemps, le sol sera souple, structuré et gorgé de nutriments. Le labour et l'apport d'engrais au printemps sont souvent moins efficaces car la matière organique n'a tout simplement pas le temps de se décomposer et de libérer tous ses bienfaits. Donc à présent, nous ne nous contentons pas de labourer, nous préparons un véritable matelas nutritif pour nos futures plantations. C'est l'un des travaux d'automne les plus ardus, mais aussi les plus gratifiants. Il portera ses fruits au centuple, se manifestant par des plantes saines et des récoltes généreuses. Alors, passons à la pratique. Nous allons commencer par le bêchage. Sur les parcelles de culture désormais libres, effectuez un bêchage profond de la terre, sur toute la hauteur de la lame de votre bêche. Et voici une astuce importante pour l'automne. Ne brisez pas les mottes de terre, laissez-les telles quelles. Pourquoi? Pendant l'hiver, le gel s'infiltrera dans ces mottes et fera son travail, aérant et structurant le sol en profondeur, le rendant plus meuble et riche. De plus, les larves de nuisibles remonteront à la surface et ne survivront pas au gelé. Profitez de ce moment de bêchage pour apporter des fertilisants. L'automne est la saison idéale pour la matière organique. Il peut s'agir de fumier bien décomposé, de compost ou d'humus. Répartissez-le uniformément sur toute la surface de la planche de culture avant de bêcher. Si vous n'avez pas de matière organique, optez pour des engrais minéraux. Mais attention, il est crucial de choisir des formules spécifiquement conçues pour l'automne. Celles-ci contiennent un minimum d'azote, inutile en cette saison, et un maximum de phosphore et de potassium. Ces éléments sont essentiels pour renforcer le système racinaire, améliorer la résistance au gel et préparer les fondations de vos récoltes futures. En apportant des nutriments maintenant, vous nourrissez la terre afin qu'elle puisse, au printemps, nourrir généreusement vos plantes. Mais l'automne, ce n'est pas seulement le moment de nettoyer et de préparer le jardin pour l'hiver. C'est aussi le temps de planter. Oui, vous avez bien entendu. Certaines cultures doivent être mises en terre juste avant l'hiver, et cela leur confère un avantage considérable. C'est une véritable magie. Vous déposez un petit bulbe dans cette terre froide et endormie, et au printemps, dès que la neige fond, il est le premier à se réveiller et à donner une récolte plusieurs semaines plus tôt qu'avec une plantation printanière. On parle ici, bien sûr, en premier lieu de l'ail d'automne. Les cailleux plantés en automne ont le temps de s'enraciner avant les premières de gelée. Pendant l'hiver, ils subissent une stratification naturelle par le froid, ce qui les rend plus robustes et plus productifs. Résultat, vous obtenez de grosses têtes d'ail saines bien plus tôt dans la saison. Il en va de même pour certaines variétés de bulbilles d'oignons. La plantation, avant l'hiver, permet d'obtenir des pousses vertes précoces et des oignons plus robustes. L'essentiel est de choisir le bon moment pour la plantation. Il faut agir avant l'arrivée des gelées persistantes afin que les petits bulbes aient le temps de s'enraciner, mais sans qu'ils ne germent.
C'est un véritable coup d'avance pour la saison prochaine, que vous préparez dès maintenant. Passons maintenant à un sujet des plus agréables, la beauté. Si vous souhaitez que votre jardin soit l'un des tout premiers du quartier à déborder de couleurs éclatantes au printemps, alors c'est le moment ou jamais d'agir. L'automne est en effet la saison rêvée pour la plantation des fleurs à bulbes. Tulipes, narcisses, crocus, jacinthes, muscaris, toutes ces beautés nécessitent une période de froid hivernal pour bien développer leurs futurs boutons floraux. En les plantant dès maintenant, vous activez en fait un mécanisme naturel essentiel. Le bulbe s'installera confortablement dans le sol, s'enracinera solidement et patientera sagement, attendant son heure. Et au printemps, dès que la terre se sera un peu réchauffée, il jaillira avec force pour vous offrir cette première floraison tant attendue. C'est un véritable miracle que vous aurez créé de vos propres mains. Imaginez, le paysage est encore gris et morne, mais dans votre parterre, les tulipes flambent déjà et les narcisses rayonnent comme de petits soleils. Ce moment féerique vaut bien l'effort de se retrousser les manches à l'automne. Choisissez des bulbes sains et fermes, plantez-les à la bonne profondeur, généralement 3 fois leur hauteur, et la magie du printemps vous est assurée. C'est votre plus bel investissement pour la saison à venir. Bien, nous avons réglé la question des plantes et de la terre. Mais notre jardin, ce n'est pas uniquement un espace de verdure, c'est aussi une multitude d'outils et d'accessoires qui nous ont été si utiles tout l'été. Et maintenant, il est temps de prendre soin de la partie plus technique de notre jardin, de notre matériel de jardinage. Sans cela, le printemps pourrait nous réserver de mauvaises surprises, des barils éclatés, des tuyaux déchirés. Le principal ennemi de tous les récipients en hiver, c'est l'eau. Ou plus précisément, la glace. Rappelez-vous vos cours de physique à l'école. En gelant, l'eau se dilate. Et cette force de dilatation est capable de déchirer même du plastique épais ou du métal. Imaginez un fût d'arrosage où il resterait un peu d'eau au fond. Cet hiver, elle se transformerait en glace qui, avec une facilité déconcertante, ferait sauter le fond ou déchirerait les parois. Il en irait de même pour un tuyau, un arrosoir ou un système d'irrigation goutte à goutte. C'est pourquoi l'une des règles les plus importantes de la préparation automnale est de vider absolument toute l'eau, partout. Cette action simple mais d'une importance capitale vous évitera des dépenses inutiles et souvent coûteuses au printemps. Passons en revue tous les points où de l'eau pourrait être restée. Pour commencer, l'évidence, les barils, seaux, arrosoirs et autres récipients destinés à recueillir l'eau. Videz-les complètement et retournez-les pour éviter l'accumulation d'eau stagnante ou de dépôts. Si vous ne pouvez pas les retourner, couvrez-les simplement. Ensuite, passons aux tuyaux d'arrosage. Débranchez-les des robinets, soulevez une extrémité et laissez toute l'eau s'écouler. Puis, enroulez-les soigneusement en cercle et rangez-les dans un abri de jardin ou un garage, à l'abri des rayons directs du soleil. Ne laissez jamais les tuyaux à même le sol. L'eau gelée dans les courbures les ferait éclater à coup sûr. Une attention toute particulière doit être portée au système d'arrosage automatique. Vous devez les purger à l'air comprimé à l'aide d'un compresseur pour chasser toute l'eau des canalisations et des buses. Sans cette étape, votre équipement coûteux risquerait d'être irrémédiablement endommagé. N'oubliez pas non plus de vidanger l'eau des pompes et des filtres. En consacrant une demi-heure à ces gestes simples maintenant, vous économiserez des milliers d'euros et bien des tracas au printemps. Et bien sûr, nos fidèles outils de jardinage, nos précieux alliés, méritent eux aussi un repos bien mérité et un entretien soigné. Bêches, râteaux, sécateurs, serre-fouettes, ils ont œuvré sans relâche tout l'été. Les laisser sales et rouillés pour l'hiver serait un véritable affront pour tout jardinier. Un bon entretien leur assurera non seulement de nombreuses années de services supplémentaires, mais rendra aussi le travail printanier bien plus agréable. La première étape est le nettoyage. Munissez-vous d'une brosse métallique et frottez méticuleusement les surfaces de travail pour enlever toute la terre, l'argile et les résidus de plantes accumulés. Rincez ensuite les outils à l'eau claire et essuyez-les soigneusement avec un chiffon sec. Ne les laissez surtout pas sécher à l'air libre
au risque de voir apparaître de la rouille. Vient ensuite l'affûtage, un outil bien affûté est la clé de l'efficacité. L'automne est le moment idéal pour prendre le temps d'affûter les lames de vos sécateurs, cisailles, branches et bêches. Enfin, la dernière étape, et non des moindres, est le graissage. Prenez une huile ou une graisse mécanique adaptée aux outils et enduisez en finement toutes les parties métalliques. Cela créera un film protecteur qui ne laissera aucune chance à la rouille. Les manches en bois peuvent également être traitées à l'huile de lin afin qu'ils ne se dessèchent pas et ne fendent pas. Vos outils vous remercieront au printemps, en brillant comme neufs et en étant parfaitement prêts à l'emploi. Pour finir notre longue liste de tâches, il y a un élément souvent oublié, les pots de fleurs, les jardinières et les bacs d'extérieur. Cet été, ils égayaient nos jardins avec de joyeuses compositions florales. Aujourd'hui, ils sont vides et solitaires, et la tentation est grande de les laisser tels quels jusqu'au printemps. Mais ce serait une erreur fatale, surtout s'ils sont en terre cuite, en céramique ou en béton. Le problème est toujours le même, l'eau qui gèle. La terre contenue dans le pot va s'imbiber d'eau de pluie tout au long de l'automne. Avec l'arrivée des gelées, cette motte de terre gorgée d'eau se transformera en un bloc de glace monolithique. En se dilatant, la glace exercera une pression énorme sur les parois internes du contenant. Le résultat est prévisible, même le pot le plus robuste pourrait se fissurer ou simplement éclater en morceaux. Au printemps, au lieu d'un beau vase, vous risquez de ne trouver qu'un tas de tessons. La règle est donc simple. Tous les contenants d'extérieur doivent être vidés pour l'hiver. Videz-les de leur vieux terreau. Vous pouvez d'ailleurs le répandre sur vos plates-bandes ou l'ajouter au compost. Les pots eux-mêmes doivent être soigneusement nettoyés de la terre, lavés et bien séchés. Ensuite, vous pourrez les ranger dans un abri de jardin, une cave ou tout autre endroit sec. Ainsi, ils vous serviront à coup sûr pendant de nombreuses saisons encore. Une fois ces 12 étapes accomplies, on pourrait croire que la saison est terminée, que le travail est fait et qu'il est temps de se reposer jusqu'au printemps. Mais le 13e point, le plus important, celui qui est invisible sur notre checklist, n'est pas une action. C'est une prise de conscience. La conscience que vous venez de faire l'investissement le plus crucial pour votre futur jardin. Vous n'avez pas juste nettoyé des débris, vous avez éliminé de futures maladies. Vous n'avez pas juste protégé vos rosiers, vous leur avez offert la promesse d'une floraison printanière. Vous n'avez pas juste retourné la terre, vous avez préparé le berceau de vos futures plantes. Chaque étape de cette liste d'automne n'est pas la fin de l'ancienne saison, mais le véritable début d'une nouvelle. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Le travail le plus important pour le printemps se fait en automne. Toutes ces tâches automnales ne sont pas de la simple routine. C'est un acte de soin et de prévoyance, un investissement de votre temps et de votre énergie pour la beauté et l'abondance future. Vous programmez littéralement votre jardin pour le succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si notre checklist vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et quel est, selon vous, le rituel automnal le plus important au jardin? Aurions-nous oublié quelque chose? Dites-le nous en commentaire, discutons-en.